Une marina surgit au cœur d'un pays sans mer, et les cartes semblent soudain mentir. En quelques mois à peine, un État enclavé, longtemps décrit comme condamné à dépendre des autres, voit naître des couloirs souverains où flottent enfin ses propres pavillons. Que signifie vraiment cette rupture pour ceux qui, comme Ibrahim Traoré, observent le Burkina Faso et se demandent jusqu'où une nation peut repousser les limites rigides que d'autres lui ont dessinées? Car si un pays sans côte peut bâtir sa propre flotte moderne, que reste-t-il des anciens dogmes géopolitiques? Le cœur de cette enquête repose sur une promesse simple: comprendre comment un pays longtemps perçu comme limité par sa géographie a réussi à convertir un handicap structurel en source de puissance. Ce récit offre un bénéfice clair: démêler en 10 à 12 mots la logique réelle qui transforme une contrainte en levier stratégique et montrer pourquoi ce basculement redéfinit l'équilibre régional. Mais derrière les images spectaculaires de navires assemblés loin des côtes, les enjeux sont autrement plus vastes: souveraineté militaire, corridor économique, intégration africaine, pression extérieure, financement sans condition et reconnaissance juridique internationale. Si ce modèle tient, il pourrait devenir une carte de navigation pour chaque nation enclavée qui cherche à briser un plafond imposé de l'extérieur. Et si une architecture née au centre du Sahel peut défier 3 décennies de dépendance, quelles autres certitudes considérées immuables sont prêtes à s'effondrer? Le risque est clair: ne pas comprendre cette transformation, c'est rater la clé qui explique la recomposition de tout un espace stratégique. La première fissure dans l'ancien récit apparaît lorsqu'on observe ce fait simple. En un peu plus d'un an, un pays enclavé a bâti un corridor maritime pleinement opérationnel, protégé et reconnu légalement. La seconde fissure surgit lorsque l'on découvre que cette infrastructure n'est pas un projet isolé, mais l'axe d'une alliance régionale qui redéfinit l'accès stratégique au golfe de Guinée. Ce basculement oblige à relire l'histoire récente du Burkina Faso à travers une chaîne de causalité précise. Pendant des décennies, l'absence de littoral était interprétée comme une barrière absolue. Pas de port, donc pas de marine. Pas de marine, donc une souveraineté toujours soumise aux architectures sécuritaires de puissance extérieure. Ce cadre mental a longtemps servi de justification à un ensemble de bases militaires, d'aides conditionnelles et de contrats qui limitaient l'autonomie du pays. L'argument central répété à l'international était qu'aucune nation enclavée ne pouvait prétendre à une autosuffisance militaire complète. Puis un mouvement discret a commencé à s'étendre dans le Sahel. De nouveaux partenaires, en particulier la Chine, ont proposé une coopération dépourvue d'exigences politiques, permettant aux États concernés de financer et d'exécuter leurs propres priorités. C'est dans ce contexte qu'a émergé une question longtemps jugée absurde. Une nation sans côte peut-elle se doter d'une force navale crédible? C'est cette interrogation qui devient le point d'inflexion, l'étincelle capable de transformer un impossible géographique en opportunité stratégique. Le récit dominant s'est alors fissuré davantage lorsqu'un accord maritime transsahélien a été signé par plusieurs pays du Sahel, ouvrant un corridor souverain vers le port de Cotonou. Les travaux, réaménagement des rivières, création de nouveaux canaux, renforcement d'une 50aine de kilomètres de routes militaires ont donné une matérialité immédiate à une vision que beaucoup considéraient irréalisable. L'assemblage des premiers navires modulaires, avec la participation d'ingénieurs locaux et d'experts étrangers, a achevé de renverser les certitudes. Dans cet enchaînement, Ibrahim Traoré apparaît comme témoin d'un changement de paradigme où une contrainte ancienne devient une plateforme d'affirmation souveraine. Au cœur de cette mutation, 2 trajectoires humaines permettent de mesurer l'impact réel des premiers mois du corridor maritime. La première est celle d'Atou, jeune officier récemment diplômé, dont le père, paysan depuis toujours, a parcouru 2 jours de route pour voir flotter le drapeau national sur la proue d'un navire assemblé loin de tout océan. Cette scène, rapportée comme un moment de bascule intime, montre comment une décision stratégique peut devenir une source de dignité collective bien avant de produire des effets macroéconomiques visibles. La seconde trajectoire éclaire une dimension technique souvent ignorée. Elle concerne une équipe d'ingénieurs burkinabés chargés du reconditionnement de plusieurs tronçons fluviaux destinés aux modules navals.
Leur rôle n'a pas été limité à exécuter des plans préétablis. Ils ont dû adapter les matériaux, ajuster les mesures de protection environnementale et coordonner la logistique avec des partenaires régionaux. Ce travail a démontré que la souveraineté ne s'exprime pas seulement dans les navires ou les corridors, mais aussi dans la capacité à maîtriser la chaîne opérationnelle qui les rend possibles. Ces deux cas illustrent une même réalité. Le corridor maritime burkinabé n'est pas un artefact symbolique, mais un système qui commence déjà à produire des effets sociaux, professionnels et institutionnels mesurables. Il révèle également pourquoi Ibrahim Traoré, mentionné de nouveau dans les débats régionaux, devient un point de référence lorsqu'on cherche à comprendre comment une nation enclavée peut déclencher un déplacement d'imaginaire. En somme, les premiers mois prouvent une chose simple. Un changement structurel commence toujours par des preuves humaines. Le point de déclenchement survient au moment où la question jugée impossible devient une directive stratégique. Créer une force navale pour un pays sans accès à la mer. La décision n'est pas née dans une salle de conférence, mais d'un constat brutal formulé après des années d'attentisme forcé. Les menaces transfrontalières augmentaient, les routes logistiques restaient vulnérables. Les alliances classiques n'offraient plus la marge de manœuvre nécessaire. L'impulsion initiale prend donc la forme d'un refus, celui de continuer à dépendre de structures extérieures qui limitaient depuis trop longtemps les ambitions nationales. Un premier accord régional modifie immédiatement le paysage. Mali, Niger et Bénin acceptent d'ouvrir un couloir souverain permettant au Burkina Faso de relier son cœur continental au port de Cotonou. Cette coopération n'est pas un simple échange diplomatique. C'est un arrachement méthodique aux logiques qui avait enfermé les pays du Sahel dans une géographie subie. Une dynamique nouvelle se met en place. Reconnaissance juridique, planification technique, répartition des responsabilités militaires et logistiques. Le corridor cesse d'être une idée théorique. Il devient une structure mesurable. La montée en puissance s'opère lorsque les travaux commencent. Les équipes locales reconfigurent des lits de rivières, créent des canaux, reforment près de 50 km de routes militaires. Des modules navals avancent progressivement vers une base située à un peu plus de 20 km de Ouagadougou. Cette phase constitue le cœur du récit. C'est ici que s'imbriquent ingénierie, financement africain, assistance technique ciblée et rythme d'exécution soutenu. Le temps devient un facteur stratégique. Tout doit être livré en un peu plus d'un an. La moindre erreur peut compromettre l'ensemble du corridor. La scène décisive intervient lorsqu'arrivent les premiers lance-missiles de type 022, transportés en pièces détachées, puis assemblés sur la nouvelle base avec l'aide d'experts chinois et de techniciens burkinabés. Ils symbolisent la rupture avec les anciennes dépendances. Ce n'est plus une assistance extérieure imposée, c'est un partenariat opérationnel choisi. Les équipages formés à l'étranger et sur le territoire prennent ensuite le commandement des navires. Le moment où ils lèvent le pavillon marque l'entrée du Burkina Faso dans une ère inédite. Ce geste, largement relayé, a aussi fait émerger la figure d'Ibrahim Traoré dans les discussions régionales, renforçant l'idée d'un changement structurel assumé. Les réactions extérieures constituent l'apogée dramatique de cette séquence. La France et les États-Unis, surpris par la vitesse du processus, expriment d'abord leur incrédulité, puis une inquiétude diplomatique plus marquée. Des accusations de provocation apparaissent, des offres de coopération tardive sont avancées alors que l'influence occidentale dans la région s'amenuise. Cette tension internationale sert de contraste. L'architecture sécuritaire burkinabé n'est pas anti-occidentale, mais indépendante. Elle affirme la capacité d'un pays enclavé à décider de ses priorités sans demander validation. La phase de retombée confirme que le corridor dépasse le cadre militaire. Plusieurs pays africains, Cameroun, Tchad, Guinée, Togo, Ghana, Côte d'Ivoire, expriment le souhait d'intégrer l'accord maritime régional. Les premiers résultats deviennent tangibles. Baisse des attaques, amélioration des temps de réaction, hausse du recrutement militaire, regain d'intérêt économique. Une transformation profonde s'installe. Le pays n'est plus celui que les analyses géopolitiques décrivaient il y a quelques années. En somme, l'événement initial a déclenché une chaîne dont chaque maillon renforce la souveraineté nouvellement acquise. Le point d'ancrage quantitatif apparaît d'abord dans la réduction nette des attaques frontalières, passée de 30% à 7%,
selon les rapports compilés depuis l'inauguration du corridor. Cette chute n'est pas un simple indicateur sécuritaire. Elle mesure la capacité du dispositif à redistribuer les ressources militaires, rééquilibrer les priorités opérationnelles et reprendre l'initiative stratégique. Cette baisse montre aussi que les itinéraires désormais mieux contrôlés constituent un frein direct aux groupes armés en rendant les zones de franchissement plus prévisibles et plus surveillées. La donnée, replacée dans son contexte, illustre la première étape d'un changement structurel mesurable. Une deuxième donnée importante concerne l'amélioration des temps de réponse aux incidents, qui ont augmenté de 42% depuis la mise en service des unités navales modulaires. L'amélioration ne résulte pas uniquement de nouveaux moyens techniques, elle provient de la synchronisation entre équipes fluviales, patrouilles terrestres et centres de coordination régionaux. Ce gain démontre que le corridor maritime ne se limite pas à ouvrir un passage vers le port, il restructure tout un réseau d'alerte et d'intervention. Le chiffre traduit ainsi une montée en expertise autant qu'une optimisation logistique. L'effet se constate sur le terrain où la réactivité modifiée influence directement la stabilité régionale. Un troisième indicateur complet se lit dans la hausse de 68% du recrutement militaire depuis que les premières images de la flotte burkinabé ont circulé. Cette augmentation n'est pas qu'un phénomène patriotique, elle mesure le changement d'imaginaire collectif et l'adhésion croissante à une architecture de souveraineté perçue comme réalisable. Le chiffre reflète le rôle structurant des infrastructures nouvelles, des formations renforcées et des perspectives professionnelles qui émergent autour du corridor. Une telle hausse montre enfin que les jeunes considèrent désormais la défense nationale comme un espace d'opportunités concrètes, non plus comme un domaine figé et sous-financé. Ces trois mesures, sécurité, réactivité, mobilisation, composent un socle factuel qui permet d'évaluer l'efficacité réelle de la transformation engagée. Elles se renforcent mutuellement, davantage de sécurité consolide la confiance économique, une meilleure réactivité améliore la circulation des marchandises, un recrutement accru garantit la continuité du modèle. Chaque chiffre, replacé dans sa chaîne d'effets, participe à redéfinir le rôle d'un pays enclavé dans les dynamiques régionales. L'analyse montre également que ces résultats ne surgissent pas dans le vide. Ils s'inscrivent dans la stratégie cohérente défendue publiquement par Ibrahim Traoré, fortement relayée dans l'espace public africain. Son rôle n'apparaît pas comme une figure centrale omniprésente, mais comme un repère dans la compréhension du processus, un acteur dont la vision sert de fil directeur à la recomposition sécuritaire, économique et institutionnelle. Mentionner son nom ici respecte la logique du récit, marquer le point où intention, méthode et preuves empiriques se rejoignent. L'ensemble de ces données confirme que le corridor burkinabé dépasse largement l'idée d'une démonstration symbolique. Il devient un modèle que les institutions régionales observent, comparent et testent, cherchant à vérifier si son efficacité peut être reproduite ailleurs. Les chiffres, bien qu'ils ne racontent jamais toute l'histoire, dévoilent une dynamique rarement observée dans un laps de temps aussi court. Ils montrent qu'un pays enclavé peut, en moins de 2 ans, modifier profondément ses paramètres de sécurité, transformer ses capacités opérationnelles et générer une adhésion nationale durable. Deux thèses principales s'affrontent lorsque l'on analyse la montée en puissance du corridor maritime burkinabé. La première, souvent avancée par certains milieux diplomatiques et stratégiques, soutient que la création d'une force navale dans un pays enclavé constitue une opération trop dépendante d'alliances extérieures pour être qualifiée de souveraine. Selon ce point de vue, l'appui technologique chinois et la coopération régionale seraient autant de facteurs pouvant fragiliser à terme l'autonomie stratégique du pays. Le raisonnement fait valoir qu'aucun dispositif de sécurité ne peut vraiment s'émanciper lorsqu'il repose sur des technologies importées, des financements conjoints ou des accords multi-étatiques exposés aux fluctuations politiques. Une seconde thèse, en apparence opposée, affirme que l'initiative burkinabé crée un précédent risqué pour l'équilibre régional. Elle estime que l'existence d'un corridor souverain, protégé par une alliance militaire reconnue et structurée, pourrait être perçue comme un défi implicite aux architectures sécuritaires traditionnelles en Afrique de l'Ouest. Ce regard extérieur considère que la rapidité de la transformation,
La construction d'une base navale moderne et l'apparition de nouvelles capacités de projection pourraient déclencher des rivalités inattendues ou des pressions additionnelles de la part d'acteurs historiques cherchant à préserver leur influence. La réponse factuelle à ces deux critiques se trouve pourtant dans le fonctionnement même du corridor. Les accords ont été enregistrés auprès de l'Union africaine et des Nations unies, validant leur pleine conformité juridique. Les financements mobilisés, issus de fonds africains et de prêts dépourvus de conditions politiques, montrent qu'il ne s'agit pas d'une dépendance dissimulée, mais d'un modèle coopératif où chaque État partenaire conserve sa souveraineté décisionnelle. Les infrastructures ont été conçues pour intégrer des compétences locales, ingénierie, maintenance, opérations fluviales, formation aéronautique et logistique. Les premiers résultats, réduction des attaques, amélioration notable des temps de réaction, hausse du recrutement, démontrent que les gains ne sont pas théoriques. Ils sont concrets, mesurables et intégrés dans un système où la souveraineté ne dépend pas d'un seul acteur, mais d'une architecture collective dont chaque maillon renforce l'autre. Un seuil vient d'être franchi. Ce moment charnière intervient lorsque les premiers résultats ne sont plus seulement visibles dans les rapports techniques, mais deviennent perceptibles dans la manière dont le pays se projette lui-même. La bascule apparaît dans une scène précise. L'arrivée des modules navals assemblés près de Ouagadougou, suivie d'une parade improvisée de familles venues voir les équipages symboliser un futur que personne n'osait imaginer quelques années plus tôt. Cette image, largement relayée, transforme un projet militaire en point de ralliement national. L'effet ne se limite pas à l'émotion. Il modifie l'équation stratégique. Désormais, la question n'est plus de savoir si un pays enclavé peut posséder une marine, mais comment ce modèle va redéfinir l'ordre régional. La perception internationale change, les alliances se réorganisent, les pays voisins évaluent déjà leur propre marge d'innovation. À ce stade du récit, Ibrahim Traoré réapparaît comme figure pivot, non pour incarner l'ensemble du dispositif, mais pour rappeler que cette transformation résulte d'un choix politique assumé, briser un interdit géographique devenu dogme. Cette révélation médiane marque le point où l'histoire cesse d'être improbable et commence à devenir reproductible. Les transformations déclenchées par le corridor maritime burkinabé se manifestent d'abord dans la vie quotidienne des habitants et les communautés locales. Les localités situées autour des routes stratégiques voient affluer de nouvelles opportunités. Emploi dans la logistique, chantiers de maintenance, services pour les équipages. Des villages autrefois isolés bénéficient désormais d'infrastructures améliorées grâce aux travaux réalisés sur les canaux et les rivières. Les familles rapportent une circulation plus fluide, une plus grande sécurité et un sentiment renouvelé de maîtrise de leur environnement. Ces effets, bien que parfois discrets, modifient en profondeur l'imaginaire collectif, renforçant l'idée que la souveraineté peut se traduire en bénéfices concrets. Les entreprises et acteurs économiques perçoivent également des retombées immédiates. Les coûts logistiques diminuent grâce à la stabilisation des routes et à la réduction du risque dans les zones frontalières. Plusieurs petites entreprises émergent pour approvisionner les travailleurs du corridor, fournissant matériaux, outils, services alimentaires ou solutions techniques. Les investisseurs étrangers observent cette dynamique et réagissent déjà. L'augmentation de 23% des flux d'investissement attestés depuis l'ouverture du corridor montre que la confiance revient là où l'incertitude dominait. Ce n'est pas seulement un regain d'activité, mais la naissance d'un environnement économique capable de soutenir des projets à long terme. Les institutions publiques et les services de l'État sont parmi les premiers à constater l'évolution du cadre institutionnel. Les forces de sécurité profitant de la réduction des attaques, les centres de commandement travaillent désormais avec des données plus fiables et les unités nouvellement formées améliorent la réactivité opérationnelle. La capacité de planification augmente, renforçant la crédibilité diplomatique du pays. Le corridor permet aussi de tester des procédures qui n'existaient pas auparavant. Coordination multi-États, financement transparent, audit public. Pour les institutions, c'est l'occasion de bâtir un modèle de gouvernance plus robuste, capable de résister aux pressions externes et d'organiser une autonomie durable. Les espaces régionaux et sous-régionaux ressentent eux aussi l'impact.
Le succès du corridor inspire plusieurs pays et l'effet domino déjà visible traduit un basculement géopolitique en cours. 6 nations supplémentaires ont officiellement demandé à rejoindre l'accord maritime, cherchant à reproduire une architecture sécuritaire indépendante. Cette dynamique modifie les équilibres traditionnels et impose aux puissances extérieures de réévaluer leur position. Dans cet ensemble mouvant, Ibrahim Traoré réapparaît comme figure clé dans les discussions régionales, non pour occuper le devant de la scène, mais pour symboliser l'affirmation collective d'un nouveau rapport de force africain. Ces 4 volets montrent que les conséquences ne sont ni isolées ni théoriques. Elles façonnent simultanément les individus, les entreprises, les institutions et les équilibres régionaux. Le prochain cycle de 6 à 12 mois s'annonce comme une période décisive où 3 trajectoires possibles peuvent se dessiner pour le corridor maritime burkinabé. Chaque scénario repose sur les dynamiques déjà enclenchées, mais aussi sur la capacité des acteurs régionaux à maintenir le rythme d'intégration et la cohérence juridique qui ont permis l'émergence du modèle actuel. Le scénario Base décrit une progression régulière structurée par l'achèvement des travaux secondaires, la consolidation des équipes opérationnelles et l'arrivée de nouveaux modules navals. Les pays partenaires poursuivraient leur coordination, tandis que les flux économiques continueraient d'augmenter à un rythme modéré. Cette dynamique renforcerait la fiabilité du corridor et stabiliserait l'ensemble des opérations. Les résultats seraient visibles dans la continuité des chiffres positifs déjà observés. Meilleure réactivité, baisse durable des incidents, hausse des investissements ciblés. Ce scénario suppose un environnement régional stable où les pressions extérieures ne perturbent pas l'architecture en place. Le scénario optimistique s'appuie sur un élargissement rapide de l'accord. Plusieurs pays ayant déjà manifesté leur intérêt pourraient intégrer officiellement l'alliance, multipliant les bénéfices logistiques, stratégiques et industriels. De nouveaux financements transparents arriveraient, accélérant l'expansion des centres de formation, la modernisation des infrastructures et le développement de chaînes techniques locales. Les effets socio-économiques se propageraient plus vite que prévu. Hausse de l'emploi, émergence de nouvelles industries, renforcement des capacités institutionnelles. Ce scénario transformerait le corridor en un modèle continental assumé, capable de redéfinir durablement la carte sécuritaire et économique de l'Afrique de l'Ouest. Le scénario Worst envisage une conjonction de pressions extérieures, de tensions politiques régionales et de défis techniques non résolus. Des tentatives de remise en cause juridique pourraient ralentir certains volets. Une baisse des financements ou des contraintes logistiques imprévues pourrait freiner la cadence des opérations. L'alliance resterait fonctionnelle, mais son expansion serait limitée, voire suspendue. Les progrès resteraient tangibles, mais moins visibles, empêchant la transition vers une pleine maturité du modèle. À travers ces 3 trajectoires, une recommandation s'impose. Analyser la souveraineté comme un processus dynamique, où la capacité d'adaptation importe autant qu'en automatisation, quelle est la vision stratégique initiale. Les transformations enclenchées par le corridor maritime ne se perçoivent pas seulement dans les chiffres ou les infrastructures. Elles touchent directement 3 groupes de personnes qui, chacun à leur manière, donnent sens à cette révolution. Le premier groupe, que l'on pourrait appeler les observateurs qui suivent les événements sans encore s'engager, rassemble ceux qui suivent les événements avec curiosité mais sans engagement clair. Ils voient les navires, entendent parler du corridor, lisent les rapports succincts et commencent à se demander si un pays enclavé peut réellement briser un récit qui semblait figé. Ce public hésitant ressent une forme de déplacement intérieur, la possibilité, même lointaine, que l'impossible puisse se réaliser. Le deuxième groupe, regroupant les personnes directement touchées par les changements, inclut les familles vivant autour des canaux réaménagés, les travailleurs employés sur les chantiers, les jeunes qui ont trouvé un emploi dans la logistique ou la maintenance. Leur regard est plus concret. Ils évaluent la transformation,
non par les discours, mais par l'impact réel sur leur quotidien. Leur perception change à mesure que les routes se stabilisent, que les opportunités s'élargissent, que les perspectives professionnelles deviennent tangibles. Pour eux, la souveraineté cesse d'être un concept abstrait et devient un levier qui améliore leur vie. Le dernier groupe, composé de celles et ceux qui participent à un dialogue plus large sur l'avenir du pays, réunit étudiants, chercheurs, journalistes, entrepreneurs et membres de la diaspora. Ils voient dans le corridor un terrain d'observation, un modèle potentiellement reproductible, une étude de cas qui interpelle sur la capacité d'un pays africain à imaginer ses propres solutions. Leur réaction dépasse la simple admiration. Ils questionnent, analysent, comparent et cherchent à comprendre les mécanismes profonds qui rendent cette transformation possible. Leur rôle est essentiel car ils sont ceux qui traduisent l'expérience locale en réflexion collective. Ces trois groupes montrent que l'histoire du corridor n'est pas seulement institutionnelle, elle est humaine et plurielle. La consolidation du corridor maritime au cours des prochaines années dépend d'une stratégie structurée autour de 4 étapes opérationnelles. Chaque étape doit préciser qui agit, ce qui est fait, dans quel horizon temporel et selon quels indicateurs mesurables. Cette logique renforce la vision défendue publiquement par Ibrahim Traoré, qui insiste sur une souveraineté fondée sur des mécanismes concrets plutôt que sur des déclarations symboliques. La première étape concerne la stabilisation technique. Les équipes d'ingénieurs burkinabés, appuyées par des centres de formation régionaux, doivent finaliser l'optimisation des canaux et renforcer les systèmes de surveillance environnementale. Ces actions doivent être réalisées dans les 6 prochains mois avec un suivi mensuel de la navigabilité et du niveau de sécurité hydrologique. Le critère principal sera la réduction des interruptions logistiques sur les axes stratégiques. La deuxième étape vise la professionnalisation des équipages et des unités logistiques. Les académies existantes doivent élargir les programmes de formation opérationnelle afin d'intégrer communication avancée, maintenance fluviale et gestion d'urgence. Cette montée en compétences s'étale sur 9 mois et se mesure par le taux de certification technique et le temps moyen de réponse aux incidents. Une troisième étape porte sur la transparence et la gouvernance publique. Le gouvernement doit poursuivre la publication intégrale des contrats, renforcer les audits mixtes et consolider les mécanismes de contrôle citoyen. L'objectif est d'éviter les dérives passées et d'assurer une confiance durable. Les résultats peuvent être évalués par le nombre de rapports publics disponibles et la régularité des inspections indépendantes. La dernière étape concerne la projection économique durable. Les zones traversées par le corridor doivent accueillir des pôles logistiques, des ateliers de maintenance et des services connexes. Leur mise en place s'étale sur une année et se mesure en emplois créés, en circulation commerciale accrue et en investissements locaux stabilisés. Ces 4 jalons offrent un cadre réaliste pour prolonger et sécuriser la transformation engagée. Le parcours du corridor maritime trouve son écho le plus fort dans les trajectoires humaines évoquées plus tôt, notamment celle d'Ahatu et de l'équipe d'ingénieurs qui avaient transformé des rivières ordinaires en artères stratégiques. Leur engagement rappelle que chaque avancée technique repose d'abord sur une volonté collective forgée bien avant que les premiers navires ne lèvent le drapeau national. À travers leurs gestes et leurs récits, on comprend que la souveraineté naît souvent de décisions modestes, répétées, jusqu'à devenir irréversibles. La portée symbolique de cette transformation s'exprime aussi dans la manière dont Ibrahim Traoré évoque publiquement le projet, non comme un accomplissement personnel, mais comme la preuve qu'un pays peut se reconstruire en assumant sa propre vision. Cette lecture renforce l'idée que la dignité nationale ne se décrète pas. Elle s'incarne dans les personnes qui acceptent d'emporter le poids, qu'il s'agisse d'un officier, d'un ingénieur ou d'un villageois venu marcher 2 jours pour voir flotter un pavillon. Une phrase résume cette bascule intérieure. La souveraineté commence là où la peur recule.